Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau meet-up de Muséum Connexion. Aujourd'hui, nous allons parler d'engagement des publics. Lors de Muséum Connexion en mars 2000 dernier, c'est un thème qu'on avait beaucoup abordé et vous pourrez trouver sur le site internet de Muséum Connexion un article qui résume l'ensemble des interventions qui ont eu lieu sur ce thème en mars dernier. Voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est de prolonger cette discussion et cette réflexion. Nous avons deux intervenants pour cela. D'abord, Alice Vessier, qui travaille au Musée national de la Marine à Paris, et puis Stéphanie Massui, du musée d'Icelles en Belgique. On va passer une petite heure ensemble. Cette heure va se décomposer en deux temps. D'abord, on vous propose d'entendre les témoignages de Stéphanie et d'Alice, qui vont être orchestrés par Antoine Roland. Et puis, dans un second temps, vous pourrez rejoindre une salle. Il y a deux salles, celle d'Alice ou celle de Stéphanie, pour poser les questions ou partager vos propres expériences. Voilà, je laisse la parole à Antoine pour animer ce débat. Très bon meet-up. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 10e meet-up qui a trait à l'engagement et à la diversification des publics, voir comment en fait les institutions culturelles développent leur accessibilité en impliquant de plus en plus leurs différents publics. Donc aujourd'hui, et c'est un peu un hasard de la programmation, nous avons deux musées qui sont en rénovation et donc qui ont mis en place tout un ensemble d'espaces réflexifs avec leur public pour mieux affiner leur réflexion ou éventuellement aussi pour maintenir le lien avec ceux-ci. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le contexte dans lequel on intervient. Donc, une nouvelle définition des musées qui a été adoptée à Prague en fait, cet été, qui notamment en fait, remet au centre le rôle sociétal et social des musées et le fait d'engager ces différents publics sont aussi un moyen potentiellement de réaffirmer ce rôle-là. Donc, durant ce meet-up, nous avons deux institutions qui vont nous être présentées. Tout d'abord, le musée d'Icelles, musée en fait belge qui développe tout un ensemble de liens avec ses publics pour maintenir le lien dans le cadre de sa rénovation. C'est un musée qui a été ouvert au 19e siècle et qui est actuellement en rénovation depuis 2018, qui rouvrira en 2024, qui gère une collection permanente d'environ 15 000 œuvres d'art du 19e à nos jours, et donc qui est fort d'une richesse et d'une diversité en fait, d'œuvres et de collections particulièrement intéressantes. De l'autre côté, le Musée national de la Marine, qui sera représenté par Alice Bessier, qui donc est un réseau de musées donc qui est composé d'un ensemble de lieux, notamment sur le littoral français, donc, où nous avons différents sites, à Paris, à Duny, où il y a un centre de conservation, à Brest, Port-Louis, Rochefort, Toulon. Donc tout un ensemble de musées très variés. On se focalisera plus spécifiquement sur le site parisien, qui est actuellement en rénovation et qui réouvrira en 2024. En 2023, pardon. Donc, hop. Donc deux institutions culturelles très différentes, avec des projets en fait particulièrement riches. Du côté du musée d'Ixelles, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir en fait la diversité des projets qui se sont développés en cette période de rénovation. Il y a eu bien sûr tout un travail réalisé autour des œuvres. Ça a été l'occasion, dans le cadre de cette rénovation, de réaliser des opérations de récolement, de réaménager les réserves, de restructurer les protocoles de groupement d'œuvres, mais de préparer des publications de collections pour la réouverture, mais aussi de valoriser ces œuvres-là en proposant en fait des expositions itinérantes à Madrid, à Montpellier, à Bruxelles. Donc vraiment tout un ensemble d'opérations vis-à-vis des œuvres, mais aussi vis-à-vis des publics. Et c'est ça qui est aussi intéressant et c'est ce qui va nous particulièrement attirer notre attention aujourd'hui, c'est de voir que globalement, le musée d'Icelles a mis en place tout un ensemble de projets participatifs, notamment une opération particulièrement emblématique et originale qui s'appelle donc le musée comme chez soi, où des œuvres sont prêtées durant le temps d'un week-end à des riverains pour qu'ils en assurent la médiation. Donc depuis 2018, entre 2018 et 2020, il y a eu 5 week-ends qui ont été réalisés. Entre 2022 et 2023, 4 week-ends
où ces œuvres sont prêtées en fait, à des riverains. Le musée d'Issel ne s'arrête pas là. En fait, dans toutes les opérations qui sont réalisées auprès des publics, il y a tout un ensemble d'autres projets particulièrement originaux, des projets pédagogiques hors les murs avec les écoles. Il y a eu par exemple une opération de crowdfunding qui a permis d'outiller le musée d'un vélo pour pouvoir réaliser des interventions en itinérance dans le cadre de projets pédagogiques, des ouvertures de réserve et puis aussi des modules de présentation des réserves ambulantes telles qu'on peut le voir sur la photo. Des animations aussi qui ont été réalisées en ligne ou de façon hybride avec des maisons de retraite et des hôpitaux, grâce à la réalisation de tout ensemble de visites en ligne. Le musée d'Issel est particulièrement expert en la matière. Des opérations de convivialité avec des choses particulièrement inspirantes, notamment tout simplement des barbecues annuels avec les voisins qui permettent de pouvoir maintenir le lien avec ces différents publics. Et puis, bien sûr, c'est un ensemble de campagnes de consultation des publics. Donc, tout ça, on le reparcourra donc avec Stéphanie. Côté donc, Musée national de la marine, la démarche a été différente, où l'idée, ça a été d'engager les publics dans une réflexion globale en fait, autour du parcours de visite, profitant de cette rénovation du site parisien, le Musée national de la marine, donc a réalisé tout un ensemble de comités depuis 2021, où l'idée, c'était, avant donc la refonte du parcours, pouvoir réaliser des tests usagers auprès d'un ensemble de publics assez diversifiés, notamment composés de partenaires, de relais du champ social, éducatif et du handicap, pour pouvoir donc tester l'accessibilité des parcours, voir en fait leur pertinence, vraiment travailler sur tout un ensemble d'offres, à la fois le parcours de visite, les dispositifs de médiation qui seront proposés, comme on peut le voir dans la deuxième photo qui vous est présentée ici, mais aussi tout un ensemble de tests qui ont été réalisés auprès de l'offre de visite guidée, d'un dossier pédagogique ou d'un dispositif de médiation in situ. Donc Alice reviendra en fait sur la richesse de ces différents échanges avec les publics et on partagera avec nous les différentes implications. Donc pour partager ces différents projets et en savoir un petit peu plus, je vous propose de d'abord écouter Stéphanie Massui, responsable des publics du musée d'Issel, qui va revenir sur toutes ces opérations qui ont permis de créer du lien avec les publics. Et ensuite, on donnera la parole à Alice Vessier, chargée de marketing et études au musée national de la marine, qui partagera et reviendra sur ces opérations de comité d'usagers qui ont été mis en œuvre depuis 2021. Donc Stéphanie, on vous écoute si vous voulez présenter un petit peu plus vos différents projets. Avec plaisir. Et merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. J'ai l'impression que vous travaillez au musée avec nous, c'est magnifique. Mais donc, voilà, donc, en effet, quand un musée ferme, se pose vraiment la question de… Il y a une petite angoisse qui nous étreint, surtout quand on est responsable d'un service des publics comme je le suis. Donc, nous, ce qu'on s'est vraiment donné comme objectif, c'est de maintenir un maximum l'accessibilité de nos collections. Mais il y avait aussi la vraie volonté d'emmener le public dans notre aventure de fermeture. Et on a d'ailleurs labellisé vraiment tout ce moment Museum in Progress pour que les gens puissent l'identifier clairement et puissent vraiment se reconnaître aussi dans les actions qu'on mettait en place. Alors, c'est passé par assez classiquement par des expositions hors les murs, vous en avez parlé, mais on a vraiment eu aussi la volonté de travailler un axe participatif qu'on avait amorcé il y a quelques années déjà alors qu'on était encore ouvert, mais qui est devenu un vrai pilier pendant la fermeture. Alors, notre équipe, elle est assez réduite. Moi, je suis seule au service des publics et de la médiation et je travaille avec une équipe de guides freelance de 4 personnes pour l'ensemble des prestations d'animation pendant la fermeture, 4-5 personnes, mais vraiment des freelance. Ça vous donne une petite idée quand même de l'échelle. Et donc, on a vraiment choisi de concentrer nos actions sur les publics de proximité parce qu'on ne pouvait pas être partout et on voulait vraiment pouvoir aussi mesurer l'impact de notre travail. On a aussi décidé de travailler beaucoup en co-création avec des partenaires et l'exemple de Musée comme chez soi est justement l'exemple d'un projet qu'on n'aurait jamais pu développer si on n'avait pas été associé à un partenaire fort qui pour ce cas-là est Patrimoine à roulettes, donc vraiment une association composée de médiateurs, historiens de l'art, vraiment des artistes, des couteaux suisses talentueux
qui ont l'habitude de développer en fait des actions territoriales, que ce soit dans les communautés, dans des villages, en France, ils sont actifs beaucoup aussi en France, mais aussi dans des quartiers urbains. Et donc, justement, peut-être ce projet, je pourrais revenir sur les projets. Je vais peut-être dire un petit mot sur tous ces projets qu'on a mis en place. Donc, des projets de proximité dans les écoles. On a là vraiment décidé d'aller dans les écoles, ce qui nous permet, entre autres, avec le petit vélo Willy, avec lequel on va, enfin le gros vélo Willy, avec lequel on va dans les classes de la première maternelle à la deuxième primaire. Chez nous, c'est grosso modo de 3 ans à 6-7 ans. Ça nous permet d'approcher des instituteurs, institutrices qui parfois sont un petit peu réticents à venir au musée parce qu'ils croient que voilà, venir dans un musée d'art, c'est un peu intimidant pour eux avec des tout petits. Et là, on instaure vraiment une relation de confiance avec nos guides qui elles-mêmes ont une meilleure compréhension aussi de l'institution scolaire. Donc, c'est vraiment intéressant. On fait donc pas mal de projets, mais vraiment, on travaille beaucoup aussi dans les coulisses pendant la fermeture. On voit à quel point c'est intéressant d'ouvrir justement un petit peu de montrer un peu les mystères de notre institution, de communiquer beaucoup sur les métiers du musée. Ça marche particulièrement bien avec les adolescents. Donc là, par exemple, les écoles secondaires viennent souvent pour une résidence d'une semaine et on fait des projets avec eux où on leur demande en gros de valoriser nos collections après dans l'espace public. Et là, on les voit se balader au milieu d'une place publique avec une grosse boîte qu'ils ont créée eux-mêmes et dans laquelle ils font déguster en fait des œuvres du musée d'Ixelles parce qu'ils ont composé des petites créations culinaires voilà, autour des œuvres. Mais c'est vraiment l'idée d'expliquer en fait aux gens, on est fermé, on veut que nos œuvres, elles soient montrées, on veut qu'elles soient accessibles, aidez-nous, on vous donne accès à nos coulisses et venez découvrir avec nous comment on pourrait les valoriser auprès d'autres publics. Donc on a vraiment inversé un peu le rapport au public, essayer d'être beaucoup plus dans un rapport horizontal et de co-création avec eux. Les animations en ligne, ça, il y a pas mal de témoignages qui ont été apportés parce qu'il y a tout un projet ICOM Solidarity qui a été développé en Belgique et sur lequel on communiquera très prochainement. Mais en tout cas, dans le cadre du musée d'Ixelles, l'idée, c'était d'aller surtout dans les hôpitaux accueillant des enfants où ils ne peuvent pas avoir des personnes tierces à l'intérieur, surtout en période pandémique, et alors dans les maisons de repos. Ou de retraite, je pense que vous dites ça plus tôt. Alors, le barbecue des voisins, ça, c'est une initiative qui a été demandée par les participants à Musée comme chez soi. Donc, en fait, ils ont souhaité avoir un moment pour se retrouver régulièrement au musée. Et le principe, c'est que chaque hôte de Musée comme chez soi a la possibilité d'inviter un autre voisin pour élargir chaque fois un peu plus la communauté de voisins qui devient proche du musée. Et le musée fonctionne vraiment comme espace fédérateur de cohésion sociale au sein du quartier. Et alors, une campagne de consultation des publics où là, on interroge les publics par rapport à leurs attentes, par rapport à notre réouverture, et on les associe en fait à l'élaboration de notre plan scientifique et culturel pour voir si leur voix va pouvoir étayer un petit peu toute la stratégie que nous, on est en train de mettre en place. Alors, j'ai déjà été un peu longue. Je ne sais pas si j'ai encore quand même le temps de dire un petit mot sur Musée comme chez soi. Oui, c'est important. D'accord, très bien. Donc, Musée comme chez soi, c'est, je pense, un des projets les plus emblématiques qu'on ait pendant la fermeture. Et pour nous, il y aura vraiment un avant, un après cette action. Donc, ça a été mis en place, co-créé en 2018, donc avec cette association Patrimoine à roulettes. On a eu en fait un contrat de quartier qui s'est développé à 2 pas du musée. Donc, c'est un programme porté par la région bruxelloise qui vise à revaloriser un quartier par des projets immobiliers, mais aussi par des projets de cohésion sociale. Et ils lançaient un appel aux opérateurs culturels. Ils sont vraiment venus nous chercher. Et nous, on avait la chance à ce moment-là de collaborer avec Patrimoine à roulettes qui, tout de suite, a réfléchi avec nous pour proposer justement cette idée un petit peu folle d'aller, d'inviter nos voisins à accueillir une œuvre chez eux le temps d'un week-end. Alors, au début, ça nous semblait un peu fou. Puis, on a consulté notre assureur qui était tout à fait partant dans l'aventure, qui nous a dit non, moyennant toute une série de règles bien précises, c'est tout à fait jouable de lancer ça. Et donc, on s'est vraiment lancé dans ce projet qui, pour nous, était une façon de tisser des liens avec le quartier. Alors, pour motiver les gens à participer et pour être sûr d'avoir le public le plus diversifié possible, ou en tout cas de lancer l'invitation au public le plus diversifié possible, on passe vraiment par une campagne, une prospection porte à porte. On va chercher les gens vraiment. Là, hier, j'étais encore en rue en train de sonner à toutes les portes.
Et on invite les gens, on leur dit, écoutez, le musée qui est fermé juste à côté de vous, je vous propose d'avoir une œuvre à la maison, est-ce que ça vous dit? Et là, par exemple, les gens que j'ai rencontrés hier, ils pourront venir le 24 octobre à une réunion d'information chez nous, où on leur expliquera, voilà, accueillir une œuvre chez soi, il y a des contraintes. On ne peut pas avoir un chat à la maison à ce moment-là, on ne peut pas cuisiner juste à côté de l'œuvre, mais il y a plein de choses qui sont néanmoins possibles et on vous demande en fait de l'accueillir chez vous et de la présenter vous-même. Ça, c'est un élément important. C'est que le public va s'approprier la médiation parce qu'on souhaitait que des discours personnels soient développés autour des œuvres. Et donc voilà, donc fin octobre, les gens qui nous diront « Ok, on est partant malgré toutes les contraintes », eh bien, on les réinvitera au musée pour choisir, ils seront 10, ils choisiront parmi une sélection de 40 œuvres représentatives de nos collections, mais aussi choisies parce qu'elles ne présentent pas des fragilités majeures, parce que le niveau, le montant d'assurance est raisonnable. Et après, ils repartiront en quelque sorte avec cette œuvre. Elle n'arrivera pas encore chez eux, mais pour élaborer un projet de médiation. Et le médiateur, alors, devient un supporter de l'hôte, un facilitateur, mais se met un peu en retrait et aide juste, en fait, les voisins à développer un discours autour de l'œuvre pour qu'ils se sentent à l'aise face au public. Et donc, le samedi, ils vont accueillir le samedi du week-end des 3 et 4 décembre, pour être très concrète par rapport à la prochaine opération. Le 3, ils iront se visiter les uns les autres, parce que le but, c'est évidemment que tous ces gens apprennent à se connaître. Et le dimanche, ils accueilleront le public de 13 à 18 heures avec 200 à 300 personnes qui passeront chez eux découvrir l'œuvre à ce moment-là. Et l'œuvre ne restera pas chez eux la nuit, ce qui nous permet et leur permet de dormir sur leurs 2 oreilles et aussi celle de notre assureur. Enfin voilà. En tout cas, voilà un petit peu les modalités pratiques de ce projet, mais on pourra revenir sur tous les enjeux, etc. par la suite, j'imagine. Merci beaucoup Stéphanie. Et effectivement, voilà un projet particulièrement emblématique où on voit à quel point il y a de différents leviers qui peuvent être actionnés pour que le musée soit un véritable lieu de vie, même quand il est fermé, où on va aussi bien développer des actions hors les murs que aller jusqu'à chez ses propres voisins. Ce qui est peut-être pour faire le lien avec Alice. On se rend compte à quel point le maintien du lien aussi, petit à petit, nécessite d'engager les publics et jusqu'à qu'ils deviennent qu'ils deviennent des médiateurs en tant que tels. Peut-être juste une question avant de laisser la parole à Alice. Comment vous envisagez, en vue de la réouverture prochaine du musée, la façon d'engager en fait les différents publics avec lesquels vous avez tissé tous ces liens? Ce vraiment précisément de musée comme chez soi ou dans l'ensemble en général? Dans l'ensemble en général. Ok, alors par rapport à un musée comme chez soi, là on a pas mal d'idées parce que donc déjà on va continuer vraiment jusqu'à la réouverture pour atteindre vraiment l'idée c'est d'avoir une centaine de voisins qui auraient accueilli une œuvre à la maison. On aimerait bien aussi intégrer leurs discours qui sont assez magnifiques en fait par rapport aux œuvres. On aimerait bien leur demander de prendre part à un parcours multimédia pour qu'il y ait vraiment le parcours des voisins au sein des collections. Et on réfléchit aussi à un accrochage musée comme chez soi où là ils auraient la possibilité de retrouver la centaine d'œuvres parce qu'il y a une appropriation folle qui se fait avec l'œuvre par rapport, enfin pour les voisins, mais aussi même par nous-mêmes, puisque parfois on baptise l'œuvre, on dit oui, tu te souviens, le tableau de Lisbeth, le tableau de Joanne, ou je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Donc tout ça, on a envie de le poursuivre. Il y a ce barbecue des voisins qui a été initié grâce à eux, qu'on aimerait poursuivre, comme vraiment moment de rencontre avec le voisinage qu'on n'avait pas auparavant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on inscrirait dans la durée. Mais alors, par exemple, aussi même par rapport à un musée comme chez soi, on se dit que l'action, elle va se terminer, mais on aimerait peut-être, pourquoi pas, mettre une œuvre quand on va faire nos médiations hybrides virtuelles dans les EHPAD. Là, on trouverait ça vraiment intéressant, par exemple, de déplacer ce projet-là vers des publics éloignés qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Donc, il y a pas mal d'idées. Et puis, comme je suis très curieuse d'entendre aussi tout ce qu'Alice va pouvoir raconter, parce que on a aussi l'envie de travailler avec des publics testeurs et aussi d'inscrire davantage la co-création, en tout cas vraiment dans l'ADN en fait de notre institution. Merci beaucoup. Mais écoutez, la transition est toute faite. J'en profite juste aussi pour rappeler qu'il y a un ensemble de conférences qui ont été réalisées dans le cadre de la dernière édition de Muséum Connexion. Il y en a notamment une qui traite du musée comme bon voisin,
donc, que vous pourrez retrouver sur le site de Muséum Connexion, et qui aborde notamment d'autres projets en fait, sur le développement de liens avec, donc les publics. Donc, parole est donnée désormais à Alice, donc pour nous présenter un peu plus amplement justement cette démarche participative, engageante, qui est actuellement en cours au Musée national de la Marine pour sa rénovation. Bonjour à tous et toutes, hein, merci encore pour l'invitation. Donc effectivement, vous l'avez évoqué, Antoine, le Musée national de la Marine est en rénovation depuis 2017 pour une réouverture prévue en 2023. Et en fait, cette rénovation, c'est vraiment un projet colossal, c'est une rénovation architecturale, muséographique, scénographique, mais elle a en quelque sorte dépassé le cadre du Palais de Chaillot, puisqu'elle a aussi été l'occasion en fait, pour le Musée national de la Marine de repenser vraiment son organisation plus générale. Donc, que ce soit au niveau de son organigramme, de ses processus de travail, de ses méthodes, des outils, notamment par exemple avec la création d'un nouveau système d'information de billetterie. Et du coup, ça a été vraiment l'occasion en fait de prendre part à ce renouveau et notamment pour le département marketing et public, de construire un observatoire permanent des publics. Donc, on a de la chance parce que notre direction a vraiment cette volonté forte de construire un musée pour les publics. Donc, naturellement, la démarche de construction de l'Observatoire permanent des publics a été vraiment bien accueillie et bien encouragée. Et donc, cet observatoire, en fait, on l'a construit autour de 3 piliers. Le premier, c'est vraiment le volet analyse statistique pour piloter la performance, piloter l'activité marketing et public, alimenter notre tutelle, qui est le ministère des Armées. Le deuxième, c'est le volet études de public, donc avec des études barométriques qui ont vocation à se répéter, et puis des études ad hoc pour vraiment répondre à des sujets plus précis. Et pour aller encore plus loin dans cette partie connaissance des publics, on a un troisième pilier qui est la recherche utilisateur. Et donc là, on replace vraiment le visiteur au cœur de la démarche, et donc à travers notamment l'organisation de comités d'usagers. Donc juste pour préciser, voilà, les comités d'usagers, c'est vraiment une méthodologie d'étude et qui réunit plusieurs personnes, donc pour échanger autour d'un thème, d'un projet, d'une problématique préalablement définie. Et pour le musée, ces comités d'usagers, ils ont vraiment vocation à construire, à tester, à réajuster des offres et des services, voilà, avec eux. Et donc pour nous, c'était important de se former et d'internaliser ce savoir-faire. On avait déjà testé en fait des comités d'usagers, mais avec un prestataire dans le cadre de la refonte de l'outil de billetterie GRC. Et vraiment, voilà, on savait qu'on avait une multitude de projets chaque année qui se prêteraient au comité d'usagers, sur lesquels on voudrait investir, engager nos publics. Donc, on a fait le choix d'être accompagné par une société de conseil en ingénierie culturelle pour acquérir toute cette méthodologie et pouvoir, du coup, après, mener des comités de manière autonome. Donc, du coup, pour être un petit peu plus concrète, on a eu un accompagnement entre avril et décembre 2021, donc avec une société. Donc, le service marketing et études a travaillé vraiment en étroite collaboration avec le service médiation et l'équipe en charge du projet de rénovation. Et cela aboutit à la réalisation de 3 comités de relais. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je présente je rentre plus dans le détail sur… Un peu plus quelques résultats, ou en tout cas en fait la façon dont ces différents comités ont été animés, puis après Oui. poser quelques questions. Très bien. Bah, du coup, voilà, ce qui est intéressant, enfin, en tout cas important que je vous dise aujourd'hui, c'est que là, pour ces premiers comités, on a choisi de s'appuyer sur des relais, donc effectivement des professionnels, des associations. Pour ces premiers comités, la priorité était de porter notre attention sur les publics scolaires, les publics du champ social et ceux du handicap, dans un souci pour le musée de porter au mieux sa mission de service public. Donc, on s'est rapproché, on a contacté des relais pour réfléchir sur des dispositifs de médiation in situ du futur musée à Paris et sur la future programmation culturelle. On a estimé que finalement, ils connaissaient très bien leur public, ils pourraient d'ailleurs accompagner lors de visites au musée, et qu'il était important de bénéficier de leurs conseils pour adapter encore mieux l'offre de médiation.
Donc, il y a eu, à l'issue en fait de notre accompagnement, après s'être familiarisé avec toute la méthodologie, on a mis en place 3 comités d'usagers. Donc, c'était vraiment une logique de test and learn, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a apprises sur le premier comité qui nous sont avérées vraiment très utiles sur le deuxième, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment les comités. Il faut savoir que ça demande voilà, beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation. Ça prend du temps et qu'on apprend toujours en fait lors de ces ateliers-là. Le premier, on l'a organisé avec des relais du handicap pour tester un dispositif de médiation in situ. Donc, vous pouvez voir, c'est la deuxième photo où on avait des personnes, donc on avait une personne aveugle et puis des personnes membres d'associations vraiment dans le champ du handicap. Le deuxième, c'était pour tester une offre de visite guidée. Donc, on était sur une offre en réflexion, donc une visite guidée à destination d'un public en apprentissage du français. Et là, on avait convié donc des associations du champ social lors de cet atelier. Et le troisième, ce sont des relais, alors plutôt des enseignants, voilà, des relais scolaires, mais donc essentiellement des enseignants qui ont participé et auxquels on a fait tester le dossier pédagogique du musée. Et donc, on a eu une vingtaine de participants à peu près au total au cours de ces 3 ateliers qui ont été très fructueux, très riches en échanges. Merci beaucoup, Alice. Ça montre effectivement la diversité des approches que l'on peut envisager lorsque l'on souhaite engager ces différents publics. Peut-être une question que je souhaiterais adresser notamment à Stéphanie, c'est quels ont été les défis en fait finalement et les enjeux pour mettre en place ce type d'approche très, très participative auprès des publics? Comment vous êtes allé chercher ces différents publics hors les murs? Si vous voulez aussi revenir un peu sur la démarche que vous avez mis en œuvre. Oui, alors les enjeux, enfin en tout cas par rapport par exemple à Musée comme chez soi, je pense qu'un des enjeux principaux, c'est d'avoir déjà le bon partenaire. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est ce qui permet vraiment de... Enfin, nous, on n'avait par exemple pas cette expertise de travail avec le quartier. Et eux nous ont vraiment... Enfin, par exemple, la méthode du porte-à-porte, je ne crois pas qu'en tant que musée, nous, on l'aurait envisagé. On n'aurait peut-être même pas osé. Je pense qu'on a aussi des complexes parfois. Et eux nous ont dit, mais non, il faut y aller. Sinon, vous allez vous adresser à votre fichier d'adresse et on va toujours se retrouver avec les mêmes publics. Néanmoins, nous, ce qu'on constate pour la participation à un projet comme Musée comme chez soi ou aussi à la consultation des publics, dites-nous tout, c'est que malgré tout, on a quand même encore un peu le même public malgré tout. C'est que c'est un public engagé socialement dans son quartier, dans la vie aixelloise ici plus particulièrement, ou par rapport à la vie culturelle en général. Néanmoins, ça n'empêche pas que ça puisse être un nouveau public pour le musée. Donc, on est déjà tout à fait gagnant et on a de toute façon un autre rapport à ce public. Mais la question de la diversification des publics avec lesquels on travaille les projets participatifs, pour nous, ça reste encore un point de travail essentiel. Et là, on est en train de davantage revenir à des méthodes plus classiques de travail alors avec de l'associatif ou vraiment des relais qui nous donnent alors accès à des personnes voilà, avec qui le lien avec l'institution muséale n'est pas encore une évidence. Il y a aussi qu'on est juste à côté d'un quartier qui s'appelle le quartier de Matongé, où il y a une importante communauté africaine qui ne vit pas. On l'a découvert en faisant le projet, parce qu'en fait, le quartier s'est gentrifié, ils ne peuvent plus habiter dans ce quartier qui est devenu assez cher en termes de loyer, mais qui est par contre très présente dans les commerces, les cafés. On est allé à la rencontre de ces commerçants, dans les cafés, etc., pour se rendre compte qu'en fait, le principe même d'une institution muséale, autant l'art, ça pouvait parler à toutes ces personnes, autant l'institution muséale, ça leur parlait pas du tout. Et donc, c'était compliqué de les engager dans ces projets-là. Donc, ça nous a amené à les intégrer dans la campagne de consultation pour justement questionner notre place de musée vraiment dans un tissu urbain. Mais pour moi, voilà, j'ai l'impression que c'est plein d'essais-erreurs, en fait, tous ces projets, et qu'il faut les accepter avec humilité et se dire qu'on est dans une progression. Mais voilà, c'est les principaux enjeux, moi, que je relevais. Et puis, comme vous dites, de réfléchir à comment maintenir un lien durable avec tous ces gens à la rencontre desquels on est en train d'aller là maintenant. En se demandant parfois si c'est absolument indispensable, toujours cette idée de pérennité qui nous angoisse beaucoup.
Après ces rencontres, ça peut aussi être des bonnes rencontres, de bons moments, comme on en fait dans la vie. Et puis, et on n'est pas obligé non plus d'en faire une fixation. Moi, j'ai aussi une réflexion par rapport à ça, où on voudrait parfois, on rêverait que les gens s'engagent pour la vie dans nos institutions, mais parfois c'est en temps que ça peut durer et c'est déjà merveilleux en fait. Voilà. Oui, alors ça rentre en écho un peu avec ce que disait Alice sur sur la logique de test and learn et d'itération. Quels ont été pour vous, Alice, en fait, les enjeux de cette démarche et comment vous maintenez le lien finalement avec ces publics, comment vous arrivez à les engager, tous ces relais dans cette démarche participative? Alors du coup, voilà, vraiment le premier enjeu, c'était celui de saisir en fait cette occasion, voilà, de renouveau pour mettre en place cette recherche utilisateur et ces comités. Et ça, on avait un contexte vraiment plutôt favorable. Le deuxième enjeu, c'était d'embarquer les équipes en fait dans cette direction, de les sensibiliser à ces sujets, que ce soit, enfin, de faire infuser en fait la culture de l'étude, de la connaissance des publics, de la recherche utilisateur. Et dans un contexte qui est un peu particulier, puisqu'effectivement, on a un musée qui est en rénovation, c'est le site de Paris, et on a aussi 5 sites ouverts au public. Donc, pas du tout les mêmes temporalités. On a le projet de rénovation qui vraiment s'inscrit dans le temps long, et en même temps avec des échéances qui se succèdent, un planning très serré, donc une logique de projet qui est vraiment propice, parce que comme on le disait, on a plein de sujets à traiter, qui s'y prêtent, et en même temps, il faut être capable, sur chacune des étapes, d'accorder un vrai temps, une vraie place au public, voilà, dans le projet. Donc, il y a cet enjeu-là. Et puis, les 5 autres sites qui sont, eux, ouverts au public, donc avec un rythme différent, des problématiques spécifiques pour chaque site. Donc voilà, deuxième enjeu qui est d'insuffler cette démarche. Et ça aussi, on estime qu'on a déjà mis pas mal de choses en place, mais il faut travailler sur le temps long. Et donc, demain, je commence une série d'entretiens avec les différentes équipes, différents responsables des équipes du musée, pour aller récolter, recueillir les besoins en matière d'études. Et notamment, parmi ces études, figurer la méthodologie donc, des comités d'usagers. Donc voilà, c'est une étape qui se poursuit. La rénovation était vraiment favorable au démarrage de cette démarche, mais elle va se poursuivre dans les années à venir et ne concernera donc pas que la rénovation. Et puis bien sûr, il y a cet enjeu surtout pour le site de Paris, donc d'engager des publics alors que le musée est en rénovation, qu'on ne peut pas aller les trouver en fait dans le musée. Donc, on a surtout compté en fait sur notre base d'abonnés à la newsletter qui compte à peu près 13 000 contacts, auxquels on a adressé des invitations. Alors, on s'est concentré sur les personnes 5 étoiles, donc les personnes qui sont les plus engagées, qui ouvrent, qui cliquent systématiquement sur nos newsletters, nos emailings. On s'appuie aussi sur les réseaux sociaux, notamment pour aller chercher des gens dans des groupes d'associations. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on avait fait ce choix donc de s'appuyer aussi sur des relais, des professionnels, pour aller finalement avoir à travers eux la parole des publics. Et juste pour conclure sur cette partie de lien aussi avec ces publics, nous, il y a une question qui se pose, et je pense qu'on n'a pas une réponse immuable sur le sujet. C'est ce qu'on doit en fait à ces publics qui se sont investis et qui ont participé au comité. Est-ce qu'on doit communiquer les résultats auprès d'eux? Est-ce qu'on doit à quel niveau en fait de réponse on doit leur apporter? Dans quelle mesure on estime que voilà, on leur doit quelque chose, on leur doit une réponse, parce que peut-être que les résultats du comité vont pas tout le temps dans le sens qu'on aurait espéré. Peut-être que le musée n'est pas en mesure, pour des raisons financières, de planning ou autre, de répondre à toutes les demandes ou les idées qui auraient émergé pendant ces comités. Donc, effectivement, c'est une question qui se pose et que chaque organisation et pour chaque projet peut se poser. Eh bien, écoutez, en tout cas, un immense merci pour ces 2 témoignages particulièrement précieux et vraiment enthousiasmants, où on voit en fait que la place des publics et des liens avec eux est cruciale en fait pour repositionner un musée
dans son quartier face à ses publics, et avec cet effet miroir aussi qui fait que lorsque l'on donne beaucoup au public, les publics peuvent nous le rendre aussi, et ça a des implications RH, ça a des implications de formation, de montée en compétences, des implications dans la gouvernance, dans la communication aussi, dans la façon de s'adresser à ces différents publics. Et donc tout ça, en fait, permet de voir qu'il y a des impacts stratégiques particulièrement forts. Donc un grand merci à vous. Ce qu'on peut vous proposer maintenant, c'est de passer en mode petit groupe, voilà, pour pouvoir que l'audience puisse poser ses questions de façon un peu plus informelle. Et donc, ça permettra comme ça, en fait, de pouvoir poursuivre les échanges donc avec l'audience et les publics de ce meet-up. On se retrouve en salle. Merci. Avec plaisir, à tout de suite.